Bonjour à tous. Nous sommes réunis ce soir, cet après-midi, pour parler de la culture et de comment on fait pour remettre la culture au premier plan. Alors, avant de vous présenter nos intervenants, je vous invite tous, pour des raisons, comme vous le savez, de barrières sanitaires, à mettre vos masques. Voilà. Merci. Bien, donc j'ai le plaisir de modérer cette session et avec Françoise Benamou, qui est une spécialiste de l'économie de la culture, professeure à l'université Sorbonne Paris-Nord ainsi qu'à Sciences Po. Et nous avons ce soir avec nous Laurent Bell, qui est directeur de la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, Jean-François Chougnet, qui est président du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, ainsi que Jean-Jacques Guilloni, directeur financier et PDG de la Samaritaine, directeur financier du groupe LVMH, pardon. Madame Laurence Descartes, qui est à la tête présidente du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, et à mes côtés, Macha Makayev, directrice du théâtre de la Criée, théâtre national de Marseille. Alors, je passe tout de suite la parole à Françoise, qui va nous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis 18 mois. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste quelques mots pour introduire notre débat. Il est clair que la culture a payé un lourd tribut à la crise. Les difficultés ont été grandes, elles ont été rencontrées par les artistes, d'abord, les compagnies, les établissements, les commerces culturels. Des œuvres n'ont pas pu être jouées, des livres ne pourront être publiés, des artistes étrangers n'auront pas pu rejoindre notre pays. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Je pense à tout ce débat sur ce qui est essentiel, sur ce qui fait sens et sur la perte de sens que la mise à l'écart de la culture par rapport aux lieux autorisés à ouvrir a engendré pendant un temps. Débat au sein duquel le monde culturel s'est sans doute senti mal compris et mal pris en compte. Depuis lors, disons-le, ça va mieux. Les salles et les musées sont ouverts, beaucoup de festivals se tiennent ou pourront se tenir. Mais on ne sort pas indemne d'une crise pareille. Elle a posé la question du trop-plein d'événements, de création, de la propension à créer plus que ce qu'il est possible de diffuser. Elle a montré que l'économie culturelle a sans doute à l'excès conçu son fonctionnement et ses modèles économiques sur la succession d'événements avec la tendance inflationniste et la compétition qui s'en est suivie. On est passé d'une à deux rentrées littéraires, les festivals se sont multipliés, chaque ville voulant organiser le sien, les musées se sont lancés dans la course. Les œuvres ont à peine le temps d'exister, qu'il faut passer à la suivante. La crise a aussi montré que l'insertion dans la globalisation pouvait être porteuse du meilleur comme du pire. La globalisation culturelle n'est pas nécessairement l'uniformisation. Elle est au contraire l'ouverture, l'échange, le dialogue des cultures. Mais avec la crise, les artistes et les œuvres se sont trouvés empêchés de voyager et ce sont des programmations entières qui ont dû être revues. Plus modeste, plus local, plus vert, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Ce peut être un horizon sans doute, un horizon raisonnable pour des projets plus en phase avec le monde de demain. Mais il faut se garder de ce que cela implique. La France a toujours été une terre d'accueil pour les artistes, une terre d'ouverture, et la qualité est souvent coûteuse, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Gardons-nous donc d'un retour à ce qu'on a appelé la loi de Baumol, du nom de cet économiste américain, qui énonçait que dans l'impossibilité de tabler sur des gains de productivité, le spectacle vivant et la culture en général étaient voués à la baisse de la qualité ou bien à la dépendance de plus en plus grande vis-à-vis du mécénat et des aides publiques. La crise a aussi mis en avant les atouts et les limites du numérique. Je pense notamment au cinéma qui doit composer avec les Netflix, les Amazon Prime, les Disney+, etc., dans une double dimension. La distribution des œuvres, capturées par ces plateformes, et puis dans une évolution des contenus avec la vogue des séries,
la capture des attentions qu'elles induisent, et le tout sous le diktat des algorithmes qui pistent nos goûts pour mieux les formater. Je pense aussi au monde des musées qui, après des temps de défiance, a joué la carte de la numérisation des collections, de leur mise à disposition en format numérique, des visites virtuelles, etc. Le modèle économique est encore à trouver, mais cela peut pousser les murs de la salle, en quelque sorte, toucher peut-être des publics éloignés, les amener à venir ensuite en présentiel, comme on dit si vilainement, et déplacer un peu le curseur de la sociologie des publics. Ces années ont été aussi celles de la multiplication d'une offre privée qui se déploie en de nombreux points du territoire et qui ne vient pas simplement en cofinancement d'initiatives publiques, je pense aux fondations, dont la liste devient impressionnante et qui s'inscrivent en complémentarité donc de cette offre publique. Alors ne soyons pas angéliques, cette offre, même si elle a des racines lointaines, questionne le monde contemporain de la culture à la française et ouvre de nouvelles concurrences. Elle témoigne aussi d'un foisonnement créatif, d'une forme d'agilité qui ouvre le jeu de la création et de la diffusion de l'art. Voilà, d'une crise sort le bon et sort le mauvais aussi. On pense à Ésope et à sa parabole du pharmacone, qui est à la fois le poison et le remède. La crise incite à penser le monde de demain, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Et comme l'écrit mon collègue économiste Robert Boyer, du passé, nous ne ferons pas pour autant table rase. En revanche, on peut imaginer, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, pour demain, un capitalisme qui donne toute leur place à l'art et aux artistes. Merci. Merci. Merci Françoise. Avant de nous projeter vers demain, vers le futur et ce que doit être la culture, comment elle doit évoluer, je voudrais revenir un instant sur l'impact qu'a eu quand même cette crise sur ce secteur, l'impact économique. Aujourd'hui, le secteur de la culture pèse à peu près 97 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça représente à peu près 2% du PIB. Et ça fait travailler près de 630 000 personnes comme emploi à titre principal, 80 000 entreprises, donc c'est quand même conséquent. Si on a un spectre un peu plus large et qu'on inclut l'impact de la culture sur le touriste, on peut doubler ce pourcentage, c'est-à-dire on passe à 5% de PIB. Qu'est-ce qu'on a constaté depuis 18 mois à peu près, c'est que évidemment tout le monde n'a pas été impacté de la même manière par cette crise, cette fermeture, cette mise à l'arrêt de salles de spectacle, de musées, d'éléments du patrimoine, de bâtiments du patrimoine. En fait, on le sait, c'est le spectacle vivant qui a payé le plus lourd tribut, ainsi que le patrimoine, les arts visuels et l'architecture. En revanche, cette crise, elle a fait du bien aux livres, puisqu'on constate qu'il y a une augmentation des achats de livres de 20%. Elle a fait du bien également à la BD, et puis aux podcasts, aux jeux vidéo et aux plateformes numériques, comme vous le rappeliez tout à l'heure, Françoise. Donc, j'aimerais poser à chacun d'entre vous la question suivante. Comment est-ce que vous avez, en tant que responsable d'institution, vécu cette période? Commençons par Masha. Alors, cette période, c'est une traversée très, très inédite, parce que d'habitude, l'empêchement de l'art, l'empêchement des artistes, les plateaux éteints sont le fait plutôt de régimes totalitaires, de séquences historiques violentes. Là, pas du tout. C'était quelque chose qui nous mettait à l'abri et qui, du coup, nous a mis à l'abri du regard de l'autre, ce qui est, d'une certaine façon, nous annuler. Donc, c'est une expérience qui n'a pas existé dans les siècles qui ont précédé, que les théâtres soient fermés si longtemps. Annuler un spectacle, c'est quelque chose qui est comme un trou noir. C'est vraiment une béance que l'on ressent encore organiquement. C'est pour ça que je suis bien mal à l'aise pour faire un bilan de ça. Quelque chose se prolonge de ce qui n'aura pas eu lieu. Cette perte-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas fini de mesurer. Et en même temps, quelque chose se dit, bien sûr, d'une profonde inquiétude face à l'incertain, mais face à l'incertain, il y a aussi une attitude d'excitation. C'est-à-dire comment on va pouvoir renouveler le désir du public, le désir des artistes, le désir de créer.
avec ce que l'on a vécu. Déjà, les œuvres que l'on va proposer, nous, cette saison, elles sont extrêmement prophétiques. Elles contiennent, l'œuvre elle-même contient déjà ce que nous traversons. Une interrogation sur le mystère humain, une interrogation sur le réel, sur le réel de l'histoire, par exemple. Les artistes avaient un temps d'avance. Donc, moi, je crois beaucoup à cette économie-là de ce qui est a priori ineffable, et que nous devons créer ce mouvement à l'intérieur de cette économie-là, et surtout, lutter pied à pied, minute à minute, contre le repli sur soi. On a besoin de flux, on a besoin de mouvement, on a besoin d'échanges, on a besoin de l'autre. L'urgence, c'est l'autre, c'est-à-dire faire tomber tous les réflexes de méfiance qui sont organiquement en nous maintenant. Voilà, le théâtre, c'est le contraire. Le théâtre, c'est le face-à-face, c'est le côte-à-côte avec des anonymes. C'est une géographie humaine magnifique. Il faut la remettre à l'ordre du jour le plus vite possible. Merci. Alors, Jean-Jacques Guilloni. Je crains de redescendre un peu sur terre par rapport à ces réflexions pour autant fort intéressantes et pertinentes. Moi, n'étant pas directement en charge d'une institution culturelle, je voudrais juste, même si la Fondation Louis Vuitton est devenue à Paris un acteur important, je me suis aperçu dans cette période-là qu'il y avait quelques parallèles en réalité entre l'industrie du luxe, dont je m'occupe plus précisément, et les institutions culturelles. Très rapidement, et plutôt pour susciter une discussion éventuelle que véritablement pour les approfondir, le premier parallèle que j'ai vu, c'est dans la fréquentation de la clientèle internationale. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les institutions culturelles, bien évidemment, je généralise un petit peu, mais une institution comme le Louvre a à peu près 75% de sa clientèle qui est internationale, ce qui est à peu près la même chose des magasins de luxe à Paris. Quand cette clientèle internationale n'est plus là, quand ces visiteurs ne sont plus là, c'est le premier problème que ça pose, c'est qu'il y a un trou béant dans la fréquentation, et donc avec tout ce qui s'ensuit, c'est un vrai sujet. Et je crois que certaines institutions culturelles et l'industrie du luxe, notamment en Europe, partagent un peu un certain laxisme dans ce domaine et n'ont pas assez concentré leurs efforts sur les clientèles locales. Et c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin à la fois parce qu'elles permettent de compenser la disparition éventuelle des visiteurs lorsque ceux-ci ne sont pas là, mais aussi c'est une question de crédibilité. Pourquoi les visiteurs viendraient-ils voir des institutions que les nationaux délaissent ? Donc, je crois que c'est un premier sujet de réflexion. Le deuxième sujet de réflexion, c'est le digital. Et on a eu dans le luxe et un peu dans les institutions culturelles la même réflexion. Est-ce qu'elles peuvent se substituer à l'expérience réelle, à l'expérience physique ? La réponse est très clairement non. Alors quand il n'y a pas d'expérience physique du tout, c'est-à-dire que les théâtres sont fermés, les musées sont fermés, les magasins sont fermés, c'est mieux que rien, mais la substitution est parfaitement incomplète, puisque quelque part, dans les deux cas, toute proportion gardée, il y a une transmission d'émotion, et cette émotion, elle ne passe pas très bien par un écran. Et donc au mieux, c'est un pis-aller, et il faut s'interroger sur le rôle du digital. Est-ce que c'est un accompagnement ? Est-ce que c'est une substitution ? Troisième réflexion très rapidement, c'est le rôle de la marque. La marque, c'est une sorte de capital qui, a priori, confère confiance et compréhension à son utilisateur, a priori, avant même d'avoir poussé la porte du musée, du théâtre ou du magasin. C'est donc un capital extrêmement important, notamment dans les moments difficiles, qui est très honnêtement plus facile à entretenir dans le luxe que dans la culture. Mais je pense que c'est un des éléments très fondamentaux de l'offre culturelle que de développer des marques, peut-être pas du tout au sens commercial, mais au sens notoriété, qui font que les clients, les visiteurs s'y retrouvent. Je prends un exemple qui est celui du Guggenheim. Le Guggenheim, c'est une série de musées dont la notoriété va bien au-delà de l'offre culturelle qui est la leur. Alors, ils ont travaillé ça au travers de l'histoire, de projets architecturaux, etc. Mais ils ont été capables de développer une présence, une marque qui va bien au-delà de ce qu'ils sont, et c'est certainement un atout. Voilà. Merci. Laurence Descartes.
Alors, du côté des musées et des grands vaisseaux amiraux des musées nationaux, évidemment une période très difficile de crise, non pas de remise en cause, mais de questionnement assez profond sur nos missions. La crise est toujours un révélateur et un accélérateur de tendance. Vous avez évoqué le numérique à l'instant. Je serais un tout petit peu plus nuancé que vous sur la question du numérique, mais enfin, ça, on peut en parler plus longtemps. Et peut-être plus profondément, une question politique pour les grands vaisseaux, justement, qui sont soutenus par l'État, qui l'ont été l'année dernière, qui le seront, je n'en doute pas, encore cette année. Ils en ont besoin. Je suis à la tête d'un musée qui souffre évidemment terriblement de la chute de la fréquentation touristique internationale, et je m'apprête à prendre les rênes du Louvre en septembre, musée aussi fracassé par cette crise. Donc il y a là des questions assez profondes sur le modèle, sur ce que nous voulons faire, j'allais dire collectivement, de ces lieux. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui et demain? Et donc ça, c'est des questions très urgentes pour les gens qui ont la responsabilité de ces lieux. Parce que, pardon de le dire ici, avant d'être des questions économiques, c'est vraiment des questions de valeur, de mission, de sens. Voilà. La culture, c'est du sens d'abord, avant d'être d'une question économique. Et donc, ça nous oblige à revenir aux fondamentaux, à mon avis. Et non pas forcément dans la vision du local. Voilà, ça, je suis assez réservé sur cette question parce qu'elle me semble plutôt relever du repli sur soi et d'une espèce de confort un peu facile. Moi, je crois à l'ambition culturelle, je crois à la prise de risque, je crois à la coopération internationale, je crois à l'ouverture, et je pense que ces lieux, comme le Louvre, comme l'Orsay, comme la Comédie Française, comme l'Opéra de Paris, sont des lieux qui portent très fortement la marque de l'ambition culturelle de la France. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les années qui viennent? Est-ce qu'on retrouvera une capacité d'autofinancement relativement importante ou pas? Est-ce que l'État continuera et devra-t-il toujours être là au rendez-vous pendant encore 2 ans, 3 ans, 4 ans? Je n'en sais rien. Ça, c'est à mon avis les très très grosses questions qui sont devant nous, enfin qui sont déjà très clairement sur la table en ce moment. Bien sûr. Jean-François Chounier. On l'a dit, les situations sont assez diverses en matière d'institutions culturelles ou de lieux culturels. On a, nous, évidemment, pas du tout à Marseille subi les mêmes phénomènes de perte de recettes du tourisme international. Le tourisme international au Mucem, sur 1,2 million, 1,3 million de visiteurs par an, ça n'a jamais représenté jusqu'à présent plus de 15%. Donc la dépendance est beaucoup plus faible. Et puis, on le sait, dans la région, Marseille a été assez à la mode l'été dernier et le sera certainement cette année. Donc, on a largement compensé ces éléments-là. Donc, je dirais que, vu de Marseille, ce qui a le plus souffert, me semble-t-il, sans avoir la prétention d'une vision exhaustive, c'est autant les lieux institutionnels, grâce au pouvoir public, État, mais aussi région, département, ville de Marseille, ville d'Aix, etc., ont pu résister économiquement. Après, bien sûr, il y a de grandes difficultés, des projets annulés, des souffrances au travail, des choses qu'il ne faut jamais oublier. Je crois que ce qui est particulièrement frappant dans la région, c'est la difficulté d'accès pour les jeunes professionnels. Quand je dis jeunes professionnels, c'est au sens large, c'est aussi bien les acteurs, techniciens, médiateurs, jeunes curateurs qui ont, je dirais, pas pu tout simplement, physiquement et personnellement, débuter sur des projets. Et ça, il est très difficile aujourd'hui d'en faire le bilan parce que ça va avoir des conséquences incalculables dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'on a fermé dans un premier temps 2 mois, puis ensuite 203 jours. Vous voyez, je connais le nombre de jours par cœur. En jours, d'ailleurs, ça fait plus impressionnant qu'en mois. Et donc, pendant tout ce temps-là, évidemment, et c'est vrai de l'ensemble des lieux culturels, il n'y a pas eu de jeunes artistes qui ont débuté, il n'y a pas eu d'expositions qui ont débuté, il n'y a pas eu de nouveaux spectacles, il n'y a pas eu de... Donc cette régénérescence naturelle et absolument indispensable ne s'est pas produite. Je le signale simplement, je ne suis pas du tout capable aujourd'hui de dire quelles conséquences économiques et culturelles aura ce phénomène, mais il en aura incontestablement un. Comme le rappelait Macha, c'est un phénomène inédit, c'est-à-dire fermé presque une année. Ça ne s'était jamais produit, même en période de guerre en France. Donc on ne sait pas les conséquences incalculables
que vont avoir cette situation. Merci. Laurent Bell. Juste peut-être pour compléter, comme l'a dit Françoise, peut-être un petit retard à l'allumage, mais quand même reconnaissons que globalement, donc là je parle de la situation à court terme, la culture a été favorisée par le soutien qui lui a été apporté par l'État, essentiellement, c'est clair, c'est net. Peut-être que ça n'emporte pas une vision sur l'avenir, mais à court terme, on doit quand même s'en réjouir. Je préfère un soutien de 11 milliards d'euros, que vous chiffrez à 11 milliards d'euros. Non, c'est pas moi qui le chiffre. Non, je que sais pas l'État si chiffre. vrai, mais comme dans les chiffres, on peut raconter n'importe quoi. C'est vrai. Un chiffre circule de 11 milliards dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais disons que, pour faire un raccourci, il vaut mieux être musicien d'un orchestre permanent français que d'un orchestre londonien où vous risquez d'être dès à présent chauffeur de taxi, ce qui est arrivé à plusieurs musiciens de l'orchestre londonien. Alors bien sûr, dans ce dispositif-là, il y a toujours des laissés pour compte, des trous dans la raquette. Alors je peux en mentionner 3 qui doivent aussi interroger un peu le secteur culturel dans sa propension à ne regarder que sa situation personnelle. Disons que l'ensemble du secteur privé dans le spectacle vivant a été globalement mis à l'arrêt. Ça dit quelque chose. Parce que derrière le secteur privé, on aime ou on n'aime pas, mais il y a des cultures populaires qu'on peut avoir dès lors tendance à opposer à d'autres formes de culture dites légitimes qui, elles, ont pu poursuivre leur activité du fait du soutien de l'État. Bien sûr. Or, le secteur privé a mis la clé sous la porte et je trouve que ça doit interroger les responsables d'institutions publiques dans le fait de ne pas revendiquer que pour elles, mais d'avoir une vision plus large. Autant le dispositif d'intermittent à la qualité qu'on lui connaît, même s'il est décrié, autant aussi les permanents ont été soutenus, autant il y a des situations individuelles plus difficiles, des gens qui ne sont pas solistes ou sont artistes créateurs au sens de compositeurs et autres. Et là, il y a des dégâts, effectivement. Et enfin, surtout, la chose que je veux mentionner, c'est qu'aujourd'hui, une institution culturelle, un théâtre, un opéra ou autre, ça ne peut pas être uniquement un lieu qui présente des spectacles. Il s'agit d'articuler, d'équilibrer, non pas de mettre à côté, de juxtaposer, mais de mettre en relation la création, la production et la transmission. Et la transmission, c'est une catastrophe. Tout le travail qui a pu être monté par des théâtres, des maisons d'opéra, des orchestres, nous-mêmes, autour des jeunes, qu'il s'agisse d'orchestres de jeunes, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, monter un opéra participatif et autres, tout ça a été à l'arrêt. Et j'aurais tendance à dire que ce travail est souvent centré sur des quartiers dits défavorisés, dont il est prouvé qu'ils ont par ailleurs plus souffert que les autres de cette période des 18 mois. Et bien là aussi, la culture est le reflet de la société. Et c'est là où on a eu le plus de mal à garder le contact, malgré tous les efforts qui ont pu être faits. Et là, pour le coup, le numérique est un secours Absolument. Alors, très, très, très faible sur ce sujet-là. bon, j'ai senti un début de débat tout à l'heure entre Laurence Descartes et Jean-Jacques Guyeni sur le rôle du numérique, justement. Est-ce que le numérique, c'est un auxiliaire de survie économique, ou en tout cas a-t-il opéré uniquement en ce sens pendant cette période, ou bien est-ce que ça a été finalement pour le numérique un moyen de conquérir des lettres de noblesse, de créer de nouveaux imaginaires et par ailleurs de tendre la main aussi à ces populations éloignées pour certaines de la culture? Je pense que c'est un champ, alors je parle pour le domaine que je connais un tout petit peu, celui des musées, c'est un champ nouveau dont il faut savoir s'emparer. Et pour l'instant, les musées restent sur une vision assez institutionnelle et classique de sites internet, réseaux sociaux. Et ce que nous a appris la crise, c'est qu'on peut créer des nouveaux formats, des nouvelles façons de parler de nos collections, de nos activités, de la programmation culturelle, disons, entendue au sens très très large. Et que nous, ça nous a très clairement permis de toucher un public qu'on ne touchait pas.
Ça, c'est très évident, et qu'on voit dans les visiteurs ces jours-ci dans les salles d'Orsay. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut nuancer. C'est pas un pis-aller. Alors, ça ne remplace absolument pas la fréquentation, évidemment, de l'œuvre originale. Et évidemment, nous sommes là pour organiser cette rencontre et donner envie de la vivre. Mais il y a quand même un champ. Ça nous a obligés, si vous voulez, la crise nous a obligés à passer un cap conceptuel. Enfin, moi, je le vois très bien dans les équipes d'Orsay. Aujourd'hui, c'est pas simplement un département, le numérique. Le numérique est partout. Et d'un certain point de vue, il produit sa propre écriture, ses propres formats, et on commence à imaginer en numérique des choses qu'on n'aurait probablement pas du tout fait il y a 1 an et demi dans ce domaine-là. Donc je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes qu'on n'est pas au bout de cette histoire, en tout cas. Laurent Bell, vous avez envie de poursuivre? Oui, au sens où, en fait, la Philharmonie de Paris, on a exploré le numérique avant le Covid. On a notre propre plateforme, nous captons tout. Et le numérique, l'épidémie m'a intéressé en tant qu'élément qui permet de voir, quand on met un modèle sous tension, qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, d'une certaine manière, très très vite, on s'aperçoit qu'il y a un danger de standardisation, car si on cherche un modèle économique, il n'y a qu'un star system qui peut y prétendre. Donc très vite, si vous tenez 2 ans, 3 ans, c'est l'exclusion pratiquement assurée de tout ce qui est l'émergence, la jeune création ou les répertoires moins usités et moins demandés. Parce qu'au coût direct de votre plateau se rajoutent des coûts indirects de droits de captation, plus la captation elle-même, et vous n'arrivez pas à une couverture de ces coûts-là. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ça n'invalide pas le numérique, mais ça oblige à le penser autrement. Vous pouvez avoir des sites commerciaux qui, comme Netflix, vont vous proposer une offre. Je pense que nous, notre positionnement dans la culture, c'est de réfléchir à l'éditorialisation, à tout ce qu'on peut apporter autour qui se rapproche d'une pensée éducative, créative, et dès lors qu'on peut peut-être mettre en relation avec l'éducation nationale, les universités, les réseaux européens. Peut-être qu'il ne faut plus penser national à ce niveau-là, mais par exemple dans mon domaine, au niveau de toutes les grandes salles européennes, pour arriver à avoir une offre qui n'est pas simplement une succession d'éléments disjoints, mais qui propose une vision programmatique. Mais je suis bien d'accord, et ça aussi c'est le dernier élément, on voit après ces 16-18 mois que les très hauts taux de pic de numérique redescendent assez vite, et ça n'est pas une substitution au monde du réel. D'accord. Françoise, vous vouliez ajouter quelque chose ? Et puis je passerai la parole à Merci. Jean-Jacques. Sur le numérique, oui, il y a quand même eu une espèce de bond qui a été fait pendant la crise, avec d'ailleurs quand même beaucoup de méfiance dans les milieux culturels, pour certains, notamment dans le milieu du spectacle vivant, avec le discours, mais ça ne se substitue pas à l'émotion que représente le spectacle vivant. Mais bien entendu, mais je crois que c'est pas le sujet. C'est-à-dire, le numérique n'est pas là pour se substituer, mais il est là pour offrir éventuellement un accès à ceux qui sont loin ou un premier accès, mais il ne faut pas en attendre trop. Et si on n'attend pas trop, c'est quand même, ça vaut le coup de jouer ce jeu-là. Très bien. Ça vaut le coup si on lui donne une forme. Voilà. Parce qu'au fond, si c'est un geste de communication, bien sûr que c'est très utile. On en fait tout le temps de la communication, puisqu'il faut vendre des billets, bien sûr, on le fait. On informe. Mais le numérique, s'il a quelque chose à dire, il faut que ce soit un geste artistique. Il faut une exigence, donc il faut du travail. Par exemple, moi, les captations de spectacles sont aujourd'hui en France d'une qualité exceptionnelle parce qu'il y a de jeunes réalisateurs, de jeunes réalisatrices qui ont pris le problème à bras-le-corps et qui donnent un degré d'exigence magnifique. Alors, si tout ça débouche sur un geste artistique, alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile à accueillir et ça nous accompagnera plus facilement. En même temps, je sens qu'il y a quand même un sevrage. Les gens enfermés chez eux, enfin pour ceux qui ont accès, parce que nous on a une population et on a un public extrêmement précaire qui n'a même pas accès à une tablette.
Pour cela, le trou noir était vraiment une béance infinie. On les a même perdus de vue. Nous qui travaillons avec 15 associations, le tissu social marseillais est extrêmement vivant de ce côté-là. Certains, on les a définitivement perdus, on les cherche, notamment dans la jeunesse et chez les adolescents. Donc si bien sûr ce numérique est une façon de casser l'intimidation, de donner un repère. Moi j'ai connu des conservateurs de musées qui se sont mis à aimer la peinture enfant grâce aux cartes postales. Donc je crois que c'est vrai que les supports pauvres sont très très importants. Mais parce qu'il y a la possibilité d'un affect. Donc si ça devient un geste artistique, s'il y a de l'affect dans le numérique, il a toute sa place. Et si ça casse l'intimidation, et si ça va chercher des publics qui sans cela ne trouveraient pas le chemin, notamment du théâtre, bien sûr que nous les utilisons. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi de quasi incompatible avec le spectacle vivant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on défende une chose et son contraire. Nous, on a un art extrêmement archaïque qui, quoi qu'il arrive et quoi qu'il pourrait arriver, aura lieu. Il aura lieu avec ces armes qui sont là depuis la nuit des temps. Et cette émotion-là, elle n'est pas substituable. Merci. Jean-Jacques Guilloni. Oui, en fait, je voulais rappeler, simplement par rapport à ce qui a été dit, que les études comportementales montrent sur le numérique que, le numérique ne recrute pas beaucoup. Vous avez évoqué le fait que vous avez des nouveaux publics qui sont issus du numérique. Sur le plan commercial, c'est quelque chose qui est assez difficile à observer. Les gens déjà convaincus par une marque, par un service, enfin, peu importe, peuvent être adoptés le numérique. Quand ils ne connaissent pas, c'est beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, c'est que, et ça a été dit par Laurent Bell, le numérique promeut les best-sellers. En business, on dit best-sellers, en fait, ce qui est vraiment connu. Là, ça marche très bien. Les marges, et qui correspondent souvent en quantité à l'essentiel de ce qui est produit, au moins en quantité, sont très très difficiles à faire vivre sur le numérique. Et il en va très certainement des produits, mais on peut-être, enfin en tout cas c'est la question que je pose, est-ce qu'on peut le généraliser à la culture? C'est en tout cas assez possible et assez probable. Alors, moi j'aimerais vous poser des questions maintenant par rapport à la manière dont on se projette, en espérant qu'on va éviter une 4e vague dans quelques mois, bien entendu. Mais est-ce que vous êtes confiant quant à la possibilité de faire cohabiter ces anciennes et ces nouvelles pratiques culturelles, des pratiques qui sont nées du confinement versus les pratiques anciennes? Par exemple, est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont avoir envie de retourner au cinéma? On constate qu'après l'emballement des 15 premiers jours, après le 19 mai, le public, les fréquentations sont retombées. Voilà. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes, Macha Maquet, est-ce que vous êtes optimiste? Oui, de nature, oui. Très bien. Notre travail, justement, c'est de renouveler le désir et donc trouver d'autres portes. Voilà, si on en reste à, voilà, nos abonnés vont venir, d'autres vont suivre. Non, mais de toute façon, nous, on est très offensifs dans nos actions, déjà, pour aller chercher les publics les plus éloignés. C'est quelque chose qui nous est maintenant tout à fait familier. Donc, voilà, on va redoubler d'ardeur. Mais si nous n'y croyons pas, qui va y croire? Ce message de l'accueil, ce message du partage, je veux dire, il nous appartient de le faire entendre. Et de toutes les façons. Et les autres portes, moi j'aime bien au théâtre, parce qu'il y a la grande porte un peu intimidante du geste culturel, du franchissement, etc. Mais il y a plein d'autres façons de faire arriver le public. Notamment, nous par exemple, on fait la première fois par la mer, on embarque des gamins sur un bateau au Mucem, on leur explique ce que c'est que le Mucem, ils font une petite croisière au large, 40 minutes avec un conte, mais du coup, quand ils se retournent, ils se disent, tiens, j'habite donc dans un port. Peut-être que ma famille est même arrivée par la mer. Et puis après, ils débarquent au quai de Rive-Neuve où le théâtre est là. Donc ils arrivent la première fois pour le théâtre par la mer. Et je pense qu'il y a plein comme ça de passages buissonniers
recréer des désirs d'angles d'attaque différents. Évidemment que si on se met à la billetterie et qu'on attend que très bourgeoisement on nous appelle, bon, à Marseille, il ne va pas se passer grand-chose. Mais bon, cette pratique, nous l'avons, ce désir, on l'a. En tout cas, cette période nous fait vérifier nos convictions et nos missions. Ça, s'il y a quelque chose qui est bien en place, là, et qui se replante et qui donne une cohésion à l'équipe, c'est bien que nos missions sont brûlantes. Jean-François Chaunier, vous, toujours à Marseille, donc vous me disiez tout à l'heure combien vous aviez été ému le 19 mai au matin de voir que, avant même l'ouverture du Mucem, vous aviez une file d'attente. Oui, c'est-à-dire il y avait sur l'esplanade, mais je crois que d'autres musées ont vécu ça, c'est-à-dire qu'il y avait moins le quart, les gens étaient là. Donc après, c'est quels gens, enfin après il faut complexifier un peu le discours. Est-ce que c'est un engouement passager ou pas? Ça, c'est évidemment un petit peu tôt pour le dire. Nous, on avait constaté l'été dernier, en 2020, on avait fait une fréquentation quasi normale. On était à 90% de l'année d'avant, donc c'était dès qu'on avait rouvert, pour la raison que j'indiquais tout à l'heure en partie, c'est-à-dire le fait qu'on a un public pour moitié qui vient malgré son importance numérique, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on avait constaté, avec une étude que nous avons tenu à faire sur les publics, que le public avait rajeuni de 7 ans. Il était passé d'une moyenne d'âge de 42 à 35 ans. Donc, ce que les politiques publiques, entre parenthèses, cherchent à faire depuis de nombreuses années à coup de millions. Rajeunir les publics, ça fait partie de notre charte et de nos indicateurs de gestion. Bon, alors il y avait des raisons sans doute conjoncturelles, c'est-à-dire crainte des plus âgés de se déplacer l'été dernier. Il n'est pas sûr que ça soit totalement reproductible cette année. On va le voir. Je crois que même si quantitativement les publics ont retrouvé et vont retrouver, j'en suis confiant, le chemin de nos institutions culturelles, ce ne sera peut-être pas les mêmes publics. Mais là encore, une grande prudence s'impose sur une analyse à chaud de ces phénomènes. C'est ce que vous disiez sur le numérique précédemment, c'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements, ils vont pas tous dans le même sens, mais globalement, ils vont vers, je crois, quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que les publics, il faut mettre un S évidemment à public, et jamais le traiter avec un au singulier, sont en demande clairement et en fidélité. Ça me paraît évident, et il faut savoir aller continuer à aller chercher, chose qui paraissait pas très à la mode il y a encore quelques temps, aller chercher les publics avec les centres sociaux. Nous, on a mis en place un bus qui, tous les dimanches, gratuitement, amène des visiteurs du nord et de l'est de Marseille, gratuitement au Mucem, et c'est un succès considérable, parce que, et pourtant, il n'y a rien de plus simple et en apparence de plus banal. Si on nous avait dit il y a 10 ans qu'on ferait ce type de politique des publics, après avoir lu les œuvres complètes de Pierre Bourdieu, on aurait ricané, quoi. On aurait dit c'est pas du tout le sujet. Mais aujourd'hui, on a besoin de retrouver des gestes qui sont pas des gestes barrières, mais au contraire des gestes d'accueil. D'accord. Jean-Jacques Guilloni, la Samaritaine a ouvert ses portes il y a peut-être une semaine maintenant. Vous en êtes le PDG. C'est un bâtiment qui renaît, qui a retrouvé tout son lustre. Est-ce que vous avez eu de la part des visiteurs de la Samaritaine des réactions par rapport à ça, justement, à cette restauration que vous avez menée? Alors, il faut indiquer que la fréquentation du magasin est invraisemblable. Je dis bien la fréquentation, hein, c'est pas forcément l'activité qui est faite à l'intérieur, mais ça dénote, on a 35 à 40 000 visiteurs par jour, ce qui est gigantesque pour un bâtiment commercial, et ça dénote un intérêt qui est, en tant que directeur financier, j'aimerais bien qu'il soit transformé aussi sur le plan financier, mais ça dénote un intérêt qui est parfaitement tourné vers la réalisation qui a été faite, c'est-à-dire la remise en état d'un patrimoine qui avait été plus qu'outragé, parce que ce sont de ces patrimoines extraordinaires qui ont été absolument massacrés par les ans et par les facilités de gestion, le sous-investissement, etc. Donc on a repris ce bâtiment qui est absolument inouï, avec cette cohabitation Art déco, Art nouveau, qui est quand même assez unique dans l'histoire de l'architecture.
On a bien évidemment respecté ce que ce bâtiment était. On l'a remis comme personne ne l'a vu, puisque très peu de gens s'en souviennent, puisque Ernest Cognac est mort en 1928. Donc ça suscite un engouement absolument extraordinaire. Alors, je ne sais pas si on est dans la culture, mais en tout cas, il y a une on est dans le patrimoine et l'architecture, oui. Alors, simplement, pour le plan de relance de la culture, on a annoncé, je crois que c'est Roselyne Bachelot qui l'a fait, qu'on allait consacrer 2 milliards d'euros à la relance. Est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il va falloir également solliciter le secteur privé? Est-ce que l'État a encore, disons, des marges de manœuvre suffisantes ou bien est-ce qu'il va falloir faire appel à des milliardaires, je ne ferai pas de nom ici, pour sauver la culture? Laurence Descartes. Nous aimons les milliardaires dans les musées. C'est une déclaration. Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que là encore, je reprends l'exemple, par exemple, d'Orsay ou du Louvre, c'est que ce sont déjà, alors, ce sont des lieux qui sont largement subventionnés, qui ne sont pas là pour gagner de l'argent. Le modèle n'est pas fait pour gagner de l'argent. Ils n'en gagneront jamais. Soyons très très clairs, c'est pas le but du jeu. Et que néanmoins, on est dans un mix financier depuis déjà de nombreuses années qui intègre évidemment une augmentation des ressources propres et du mécénat. Donc, je vais quitter Orsay en ayant lancé un projet qui s'appelle Orsay Grand Ouvert, qui est un projet de transformation assez ambitieux du musée, qui est complètement autofinancé. Il n'y a pas d'argent de l'État, c'est les recettes propres d'Orsay. Et l'appel au mécénat, notamment mécénat américain extrêmement généreux qui soutient le projet. Si je prends le cas du Louvre, le Louvre a de très grands mécènes fidèles à ses côtés. Je salue d'ailleurs le groupe LVMH qui en fait partie, AXA, l'AMGEN, voilà, sont des mécènes actuellement qui renouvellent leur confiance au Louvre. Et c'est très important parce que ça nous permet d'envisager quelque chose qui, à mon avis, est fondamental dans cette question de relance. C'est notamment la logique de développement et d'investissement. C'est-à-dire que ces lieux ont besoin de se projeter, de porter des projets. Il y a l'entretien et la rénovation des bâtiments. Là, vous l'évoquiez pour la Samaritaine. Bon, dans le cas du Louvre, tout le monde mesure bien l'ampleur du chantier permanent qu'est le Louvre. Mais c'est aussi la capacité à constamment mieux accueillir le public, offrir des services de meilleure qualité. Et ça, c'est très important. Donc, on est en train, en ce moment, aussi bien à Orsay qu'au Louvre, d'ajuster en permanence nos plans pluriannuels d'investissement sur 10 ans, sur 15 ans, en ne renonçant en aucun cas au projet et à l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de sauver, je veux dire, de passer la vague, il s'agit de continuer à se projeter dans l'avenir. Et pour cela, c'est à nous d'être inventifs pour précisément faire revenir le public, mais aussi continuer à nouer des partenariats avec des soutiens et des mécènes fidèles sur des projets d'avenir. Ça me paraît absolument fondamental. Il faut faire le pari de la culture et du retour du public. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus non plus. Alors, ça prendra le temps qu'il faudra. Ça sera peut-être sous des formes un peu différentes. Mais si moi, je ne crois pas au retour du public dans les musées, là aussi, je crois que il faut que j'arrête tout de suite. Il faut que je change d'orientation professionnelle immédiatement. Laurent Bell, vive les mécènes. Bon, d'abord, sur le plan de cette question, la question économique, c'est effectivement une partie importante de la question, mais ce n'est pas toute la question de la relance. Après, dans la question de la relance, je pense qu'il faut voir que l'État va être confronté à une difficulté, pour sa part à lui, de relance, c'est qu'il va devoir, d'un côté, colmater les brèches, parce qu'entre maintenant et l'été 22, il y aura des trous à colmater. Dans la raquette, oui. C'est évident que tout le monde ne va pas réaliser son chiffre d'affaires et que certaines institutions vont devoir être soutenues, parmi les vaisseaux amiraux et d'autres encore. Et normalement, la stratégie de l'État sur le plan de relance, c'est de regarder l'avenir et de regarder vers des développements futurs. Donc il va être pris dans cet étau. Est-ce qu'il va pouvoir, avec son argent courant, colmater les brèches et continuer à regarder l'avenir? Ça, c'est la problématique qui va se poser à l'État. Ensuite, il y a surtout au-dessus de tout cela une énorme problématique politique, si vous voulez, au sens noble du mot.
à savoir qu'il ne vous a pas échappé que la société en général était divisée, fracturée, que les mutations de tous ordres économiques et environnementales ont accentué cette fracture. Ben, la culture est aussi le reflet de cette fracture. Et donc, il y a là, même pas un triptyque, mais il y a au moins 4 acteurs essentiels là-dedans. L'État qu'on vient de rappeler, mais qui est pris en étau entre les collectivités en bas qui l'engueulent et le marché au-dessus qui lui dit « t'es plus rien ». Il y a les collectivités elles-mêmes. On n'a pas simplement le repli nationaliste devant nous, mais on a d'autres formes de priorités qui semblent se dessiner, qui ne vont pas toujours dans le bon sens de la culture, dans des villes beaucoup plus louables que celles dirigées par le Front National. Donc ça, c'est une deuxième problématique. Il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, le secteur privé, et ça je pense qu'il faut le prendre comme un acteur essentiel de ce développement, et que c'est une erreur d'une partie du secteur culturel de continuer à regarder ça un peu comme un antagonisme, non. Et enfin, il y a le secteur culturel lui-même, sa capacité à se projeter, d'avoir une vision sur les enjeux à venir. Et ça, c'est un problème beaucoup plus essentiel presque que le montant net du budget. Est-ce que c'est 2, 4, 5 qu'il faudra? Parce que 5, s'il faut 5, je pense que vous avez qu'à regarder Mario Draghi, il ne dit pas autre chose. On prendra 5. Mais pourquoi faire? Et là, c'est moins clair. C'est là où il y a un travail à faire. Merci. D'autres réactions Jean-François Chenier. Sur les collectivités, il ne faut pas oublier qu'en France, le financement public de la culture, l'État ne représente même pas un tiers. Les 2 tiers sont exercés par les collectivités territoriales. Et dans un débat de ce genre, on parle toujours de l'État. Et il faudrait une analyse beaucoup plus approfondie de ce qui peut se passer localement, sauf quelques discours qui ne sont, fort heureusement aujourd'hui, pas allés au-delà du discours. Les collectivités territoriales ont aussi été présentes dans les plans de relance, de manière beaucoup plus discrète, sans claironner sur des chiffres. On n'est pas en mesure d'ailleurs aujourd'hui de savoir exactement ce qui a été mis, mais il y a eu beaucoup d'argent. La ville de Paris a eu le plan de relance de la culture, pour rester sur un chiffre, c'est plus de 150 millions. C'est quand même un chiffre qui est assez significatif. Alors l'État a eu d'autres rôles qui ont été très importants dans le plan de relance. D'ailleurs, dans les chiffres, avec les milliards là qu'on fait miroiter, il y a la grande partie, c'est le coût du chômage partiel, c'est-à-dire qui a été partagé par le secteur culturel, une grande partie, enfin pas certaines institutions patrimoniales qui avaient des contrats de droit public, mais la plupart. Et donc l'injection, elle porte sur, comme dans le reste de l'économie, sur le chômage partiel. Alors plan de relance, ça veut dire effectivement investissement d'avenir. Si on reste sur la logique plan de relance, c'est-à-dire faire en sorte que le secteur culturel soit en mesure, non pas simplement de colmater les brèches, là je rejoins complètement Laurent, mais également de trouver des investissements, enfin je crois que dans d'autres tables rondes, on aurait dit investissements vertueux, j'imagine, si on a été entre économistes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est difficile pour le secteur culturel, confronté à la survie parfois, de en même temps inventer ce qui pourrait être demain l'offre culturelle post-crise. Et là, je crois qu'il y a un défi collectif qui est loin d'être simple. Bien. Oui. Juste un mot sur le point de vue du mécène. On a parlé du mécénat, le point de vue du mécène. Ne jamais oublier ce que cherche le mécène. Le mécène ne cherche pas à organiser une soirée à laquelle il invite ses clients pour nourrir son chiffre d'affaires. S'il veut faire ça, il va à Roland-Garros. Dans le domaine culturel, au travers de la politique de mécénat, il nourrit sa culture d'entreprise. Et ça, c'est absolument fondamental. Il n'y a pas non plus de recherche immédiate de profit, mais il y a une recherche de sens. Et si ce sens est absent, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas un appel que je fais, mais c'est vraiment, ça doit être compris des 2 côtés pour ce que c'est. On voit bien quel est le sens du mécénat pour les institutions culturelles, mais pour les entreprises, c'est beaucoup moins direct que ce n'est souvent perçu. Et l'idée est véritablement de nourrir la culture de l'entreprise. Bien. J'ai des questions. Une question qui m'a été soumise, et puis ensuite je passerai la parole à ceux d'entre vous qui en ont. Voilà, je vous la pose. Ne serait-il pas temps de cesser de mystifier les populations en faisant semblant de confondre la culture et l'art? Vous avez
quelques... Je ne vais pas dire vous avez 2 heures, mais... La culture, c'est les chemins vers l'art. Après tout, c'est ça, cette espèce de dispositif que l'on met en place pour que l'art ait lieu et que l'art soit partagé dans une... Parce que notre grand sujet, c'est l'art, après tout. C'est ça qui compte. C'est l'art et l'excellence et le partage de l'excellence pour le plus grand nombre. Voilà, c'est ça le sujet. Alors après, comment on s'y prend? Bien sûr, on parle de culture parce qu'il faut des dispositifs. Comme dans un spectacle, il faut une préméditation, une préparation, des répétitions et puis après les représentations elles-mêmes. Là, la culture permet, le tissu culturel permet que cette préméditation de l'œuvre d'art qui va arriver ait lieu. Et pour ça, aujourd'hui, on mesure combien le collectif, le collégial est important. Il faut faire cesser la féodalité, les maisons qui... Je parle surtout du théâtre, qui s'enferme sur elle-même, et il faut absolument que le théâtre dans la cité vraiment tende la main et soit vraiment en lien avec un itinéraire culturel, si on veut que l'art demeure. Parce que nous, vous savez, on est quand même dans les centres dramatiques nationaux, qui sont des institutions dirigées par des artistes. En tout cas, en ce qui me concerne, on est en sous-financement. Donc ça vous donne beaucoup d'imagination. C'est un peu la parabole des talents tous les matins. C'est-à-dire, oui, on vous donne 2, comment vous allez rendre 4? Donc ça, c'est une motivation très forte, un peu épuisante, mais qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'intelligence de l'autre, il faut aller chercher le partage de l'autre, les compétences de l'autre. Moi, évidemment, multipliant les disciplines et ne pas faire que du théâtre, pour évidemment ouvrir au plus grand public, au public le plus diversifié, mais c'est aussi... quelque chose pour faire cesser un archipel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'une cohésion ait lieu. C'est ça la culture. Après, l'œuvre d'art, elle appartient aux artistes et elle est très, très mystérieuse. Mais nous, la culture, c'est les conditions de l'art. Merci. Alors, on a quelques minutes. Oui, alors j'ai 2 questions. On va essayer de... Est-ce que... Merci pour cet excellent débat. C'est une manière de terminer, enfin, au moins cette journée. Alors, madame, je ne vais pas remettre en cause vos chiffres. La culture, c'est 2,3% du PIB, mais 2,5% de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'activité comme culture est sous-évaluée par rapport aux moyennes des activités françaises. Je ne vais pas comparer au football. Alors, je ne pense pas que, madame, ça soit les gardiens de musée ou les ouvreurs de théâtre, mais il y a un problème. Comment vous vivez ça? C'est évident que l'artiste, il n'est pas motivé par l'argent. Mais tout de même, s'il n'y a pas cet argent, comment attirer des talents, surtout si les technologies prennent de l'argent? Est-ce que ça vous préoccupe ou pas? Et j'ai une deuxième petite question, et j'aimerais avoir votre opinion. Dans la mesure où on me dit que 2,5 millions de Français veulent du télétravail, quittent les villes. Vous avez très bien dit l'expérience marseillaise. Vous voulez que le public revienne chez vous. Mais est-ce qu'il ne faut pas maintenant aller en dehors des grands vaisseaux, en dehors des grandes villes? Si quelqu'un passe 2-3 jours par semaine à la campagne, il ne va pas aller au Louvre, excusez-moi, le dimanche, il va rester dans son jardin. Alors, est-ce que je suis complètement hors de la plaque ou est-ce que c'est une préoccupation qu'il faut se poser? Alors, évidemment, on dirait c'est trop tôt. Attendons, peut-être que tous ces gens vont se remettre au travail, forcés ou pas. Mais je pense qu'il y a quand même une question qu'il faudrait étudier parce que si on l'étudie en septembre 22, on aura peut-être loupé quelque chose. Merci. Pour ces excellentes questions. Qui souhaite répondre? Torsion de chiffres de 2,3, 2,5, c'est tout simplement, enfin, je parle sous le contrôle de Françoise, c'est précisément parce que le secteur culturel crée moins de plus-value que le secteur est une économie de main-d'œuvre. Mais ça, c'est logique. C'est logique. Si vous compariez le secteur culturel à l'industrie de la coiffure, vous feriez la même constatation. Vous voyez, ça me paraît la vérité des chiffres, elle est assez simple. J'enchaîne sur le deuxième point, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même on a tendance à faire des bilans très négatifs de l'action des pouvoirs publics depuis 50 ans ou 60 ans. Il y a eu une dispersion et un élargissement de l'offre territoriale et géographique qui est inouï,
Et donc, il faut être aussi, de temps en temps, faut en tenir compte, c'est-à-dire le nombre de CDN a été multiplié par 5 depuis l'arrivée d'André Malraux en 1960 au ministère des Affaires culturelles. Enfin, je prends que cet exemple-là, le secteur des musées est un bon exemple aussi qu'on pourrait prendre. Donc, je pense que l'éloignement géographique, il reste, mais il est gênant aujourd'hui, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, lorsqu'il est congruent avec l'éloignement social. Aujourd'hui, l'éloignement géographique pur et simple est aujourd'hui beaucoup moins un marqueur d'inégalité culturelle. Puis franchement, c'est un effet d'optique, hein, parce que les grandes maisons, grandes institutions, c'est fou ce qu'on génère. On est d'abord des théâtres de proximité, des théâtres de quartier, et on est des grandes gares où il y a toutes sortes de trains. Il y a des grands trains, mais il y a aussi des petits trains de campagne qui vont, qui viennent. L'itinérance d'un théâtre, c'est sa vie. On est tout le temps en tournée, on est tout le temps dans la diffusion, on est tout le temps dans l'échange. Donc on se déplace, on est rarement... plus de quelques jours. Donc vous voyez, c'est un effet d'optique. Bien sûr que la maison, elle est là, elle ne va pas se promener, mais on n'arrête pas d'aller ailleurs. Et on n'arrête pas de venir chez nous. Les artistes, mais aussi les publics bougent beaucoup. Et on va de la prison aux hôpitaux, etc. Ça, c'est quand même la moindre des choses. On va là où est le public. Mais vous voyez, c'est un effet d'optique. Il faut se méfier un peu, parce qu'il y a tellement dans l'air quelque chose d'anti-institutionnel. Nous, quelquefois, on a l'impression d'être entre la police et les pompiers, vous voyez, donc dans notre propre milieu qui s'auto-dévore. Donc c'est une réflexion, quand même. Merci. Peut-être pour ne pas faire de frustration, j'avais une question. Oui, la dernière, et puis nous allons devoir nous quitter. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette bouffée d'air culturel au milieu de la macroéconomie, de l'inflation et de la dette. J'avais une question simple. Vous aviez évoqué la concurrence, par exemple, de Netflix et d'Amazon, mais quid avec la numérisation de la concurrence des grandes salles de concert internationales ou des grandes salles de théâtre, par exemple? Je vous donne un exemple, c'est qu'en présentiel, comme on disait, avant Covid, moi, je pouvais voir 2 concerts par mois, par exemple. Pendant le Covid, le Met de New York, donc l'Opéra de New York, diffusait un opéra par jour. Il m'est arrivé de voir un opéra par jour pendant un mois, par exemple. Est-ce qu'il va y avoir des consommateurs, des clients ou des citoyens qui, en fait, plutôt que d'aller dans leur petit théâtre de province ou de monter à Paris, vont finalement vont se cultiver plutôt auprès des grands centres internationaux, plutôt qu'ils ne vont bénéficier de tout le paysage culturel français? Merci. Non, mais le Met, ça préexiste depuis bien avant. Ça n'a pas attendu le Covid pour se répandre. Les contradictions du Met, parce que le modèle est quand même assez stéréotypé et justement, vous n'avez pas de renouvellement de répertoire possible dans le système du Met. On le connaît d'avant le Covid. Les perturbations du modèle économique, tout ça, ça a été analysé avant. Et il n'empêche que l'écosystème fonctionne, parce que dans les grands centres dont vous parlez, par exemple concurrentiels du Met, vous avez aussi l'accès limité par la tarification, qui est beaucoup plus cher de voir Péléas à l'Opéra de Paris que de le voir à Strasbourg ou je ne sais où. Donc il y a une complémentarité et les opéras de région ont une carte à jouer, si tant est que tous les acteurs locaux, nationaux et autres conservent leur part dans le financement de ces institutions. Je ne pense pas que la nature humaine va se concentrer soit sur Netflix pour regarder le Met, soit aller courir à l'Opéra de Paris. Remarquez, ça lui ferait du bien, parce qu'il a 80 millions de déficit, mais bon, je ne crois pas. Bien. Merci infiniment à vous tous. Merci d'être restés avec nous.